Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, émission consacrée à l'entreprise et aux entrepreneurs sur Télésud. Si vous êtes fan de jeux vidéo, cette émission va vous intéresser. Bonjour Teddy. Bonjour. Le fondateur de Maseka Game est avec nous aujourd'hui. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Maseka? Alors Maseka est une société que j'ai fondée officiellement en 2018, qui fait deux choses aujourd'hui. Raconter l'Afrique, en Europe, dans le reste du monde, mais aussi en Afrique. Et surtout, on a une mission aujourd'hui qui est de rendre l'industrie des jeux vidéo en Afrique rentable. Oui, le jeu vidéo qui connaît beaucoup de succès, toute génération confondue, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est devenu l'un des outils de communication les plus populaires au monde. Exactement. Les jeux vidéo aujourd'hui sont devant le cinéma et la musique réunis. Donc c'est l'une des industries, c'est l'industrie culturelle et créative la plus lucrative au monde. À tel point que ça suscite beaucoup d'appétit, notamment de la part des gros acteurs. On peut prendre un exemple parmi d'autres, mais on a eu Microsoft qui a racheté Activision Blizzard il y a quelques semaines maintenant. Vous le sentez, ce mouvement, avec cette effervescence, cette consolidation? Bien sûr, parce que moi, je le vois à plusieurs niveaux. Donc d'abord du côté des gouvernants. Si on prend l'exemple de la France, ces derniers temps, presque toutes les régions ont commencé à mettre en place des fonds pour financer les studios de vidéo. Ce n'était pas le cas avant. On a un syndicat aujourd'hui qui est de plus en plus puissant, qui fait pas mal de lobbying auprès des institutions. Et lorsqu'on remonte au niveau de Microsoft, etc. Ces sociétés ont des plateformes de distribution comme le Play Store ou voilà, les Switch de Sony. Et le fait que voilà, Microsoft rachète Blizzard, etc., c'est pour avoir une sorte de mainmise un peu plus encore sur le marché. Donc il y a un mouvement qui se fait. Oui, il y a une logique, parce que c'est un point d'entrée naturel pour les jeunes générations, entrer via le jeu vidéo. Bien sûr. Et on leur prête aussi l'intention de vouloir, grâce à ce savoir-faire de l'industrie jeux vidéo, développer ce qu'on appelle l'univers du métaverse. Ça, vous y croyez? Alors, ça vient. C'est en train parce qu'on a un jeu aussi qu'on est en train de pousser dans le métaverse. Et de ce qu'on voit, il y a un réel engouement tout autour de ça. Après, nous, de notre côté, on regarde, on analyse et on ne veut juste pas rater quelque chose. Parce que pour avoir une idée du métaverse, c'est difficile encore de bien se rendre compte de ce à quoi ça peut ressembler, mais beaucoup citent l'exemple de Fortnite en disant voilà, ça va être ça le métaverse, ça va être cet univers immersif dans lequel on peut passer des heures. Exactement. Après, entre guillemets, ça a toujours existé. Les jeux vidéo ont toujours été plus ou moins... Ils ont juste changé le branding et apporté un peu plus de technologie dedans pour vivre la chose avec plus d'intensité. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a pas mal de jeunes et de moins jeunes qui rentrent dans ces univers, qui peuvent rester très longtemps. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé moi dans les jeux vidéo pour raconter l'Afrique, parce qu'on rentre dans un univers, clairement. Et vous qui êtes un spécialiste, qui travaillez dans cet univers depuis de nombreuses années, est-ce que vous voyez une accélération aussi technologique qui fait que cette expérience est de moins en moins artificielle et qu'on peut vraiment s'immerger? Bien sûr, mais totalement, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait du mal à faire avant. Ça coûtait beaucoup de temps, ça prenait beaucoup de temps, ça coûtait beaucoup d'argent, etc. Et ces dernières années, alors les technologies se sont démocratisées. C'est-à-dire que n'importe qui, entre guillemets, peut avoir accès à ces technologies, développer des expériences beaucoup plus fortes, supprimer, entre guillemets, le lien entre le virtuel et le réel. Et aujourd'hui, avec les casques de réalité augmentée, etc., on peut vraiment faire de belles choses. Ouais. Ça, vous pensez que c'est la prochaine étape? Vous y croyez, aux casques de réalité augmentée? Oui, j'y crois, j'ai essayé, c'est fabuleux. Donc réalité augmentée, pas complètement virtuelle. Alors, des fois, on peut avoir les deux. Tout dépend de l'expérience qu'on veut apporter. On peut avoir de la réalité augmentée, on peut avoir de la réalité virtuelle. Toutes ces différentes technologies qui se démocratisent. Avant, ça coûtait une blinde. Maintenant, avec 150 €, on arrive à trouver une belle ça se démocratise. Exactement. Et on parle de l'Afrique aussi, puisque c'est votre ambition de mieux faire connaître le continent. Où en sont, parce qu'il y a besoin justement de ces technologies, ce haut débit, où en est le niveau d'équipement en Afrique? Est-ce que ça progresse aussi très vite? Ça avance plutôt bien. Mais l'Afrique, encore une fois, c'est 54 pays. Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Là, dernièrement, par exemple, il y a
le câble de Google qui est arrivé au Togo et qui va progressivement se déployer un peu partout sur le continent. Ça prendra du temps, mais il y a certains pays qui se positionnent. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est un cas particulier. On a l'Égypte. Mais sinon, la grosse majorité des pays africains ne sont pas encore prêts par rapport à cette technologie spécifique. Parce que, en fait, c'est ça, le support principal pour l'instant en Afrique, ça reste le mobile, le téléphone mobile. Exactement. Donc il faut adapter aussi l'univers à cette interface. Bien sûr, ouais. Ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, l'Afrique a souvent tendance à sauter des étapes. Ouais, le leapfrog, exactement. Le saut de grenouille. Exactement. Et ce qui va se passer, c'est que potentiellement, l'Afrique va sauter l'étape des casques, etc., et avoir d'autres systèmes ou d'autres équipements qui seront adaptés un peu plus aux réalités africaines. Ça, j'y crois, moi. La 5G, par exemple, vous pensez ? Je pense que la 5G va rapidement se déployer, massivement se déployer sur le continent, avec toutes les transitions et les transformations qu'on est en train de voir. Et grâce à ça, on espère vraiment que ça va impacter aussi les équipements et tout ce qui va être mis en place. Ouais. Bien sûr. Alors, on va parler justement de cette aventure qui est la vôtre, Maseka, le plus en détail. Maseka, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne parlent pas sango? Alors, Maseka, ça veut dire jeune, jeunesse dans ma langue natale. Parce qu'il faut le rappeler, oui, vous êtes arrivé en France en 2012. En 2012. À quel âge? J'avais 18 ans, juste 18 ans. 18 ans, en provenance donc de Centrafrique. De Centrafrique, Bangui, pour continuer des études en informatique. Des études d'informatique, et c'est là où vous avez eu cette idée de se dire, tiens, je pourrais aider à mieux faire connaître mon continent, mon pays. C'est ça. Aux Européens, voire aux Africains. Voire aux Africains, parce que moi, le constat, il était... en fait, en sortant du continent africain, que j'ai pris ce recul-là, que les Européens, pour ne pas faire un focus sur la France, méconnaissent l'Afrique, même si on a des histoires communes, il y a une méconnaissance énorme. Et même les Africains, de l'autre côté, ils sont perdus dans leur propre tête. Donc, moi, l'idée était de me dire quel outil, quel média moi je pourrais utiliser pour impacter les gens. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans votre aventure entrepreneuriale, c'est que, bon, c'était pas forcément l'idée au départ de créer un business, pas forcément le jeu vidéo, c'était de faire connaître l'Afrique. C'était ça votre moteur fondamental. C'est toujours mon moteur. Et ça reste, oui. C'est toujours mon moteur. Je cherche pas... Vous auriez pu écrire des livres, faire des films de cinéma. Exactement. C'est tout à fait vrai, parce que tout au début, je me suis posé la question de savoir quel outil je pourrais utiliser. Écrire, peut-être que, je pense que j'ai pas les talents pour écrire. Faire du cinéma, ça coûte beaucoup d'argent. Et après, j'ai. Et puis vous étiez informaticien, donc c'était plus logique. Exactement. Donc c'est. Et ça, c'était quelque chose que vous portiez en vous depuis longtemps, ou c'est en arrivant en France, en Europe, que vous vous êtes dit, tiens, il faut absolument que je fasse ce pont et que j'aide à mieux faire se connaître ces cultures. J'ai grandi avec cette envie de transmettre, de partager, d'aider, de bâtir des ponts. J'ai toujours eu ça tout au long de déjà mon cursus à l'école. Et en gros, ça s'est amplifié lorsque je suis arrivé en France. Et après, tout s'est déroulé en fait pour moi de manière totalement naturelle. Alors, on va voir un peu quelques images, et notamment un des jeux que vous avez lancé qui s'articule autour du football. Ça aussi, c'est un vecteur universel de communication. Exactement. On va voir quelques images. C'était quoi l'idée de ce jeu, voilà? Golden George qu'on a sorti. On le voit là. L'idée derrière était de trouver un jeu qui puisse parler à tout le monde, parce que encore une fois, le foot, ça parlait aux Européens, aux Africains, etc. Et ce jeu est très stratégique pour nous, parce qu'on savait que 2022, ça allait être la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde qui arrive à la fin de l'année 2022, et la Coupe d'Afrique des Nations l'année en 2023 en Côte d'Ivoire. Donc on se donne là, on a à peu près 1 an et demi là, pour avoir toute une fenêtre de tir, pour faire la promotion, la communication, etc. et avoir des partenariats avec des clubs de foot, etc. Et donc derrière ce jeu, il y a un message très fort, parce que le jeu il s'appuie sur l'histoire de George Weah, actuel président du Libéria, qui a aussi joué au Paris Saint-Germain, seul Africain à gagner le Ballon d'Or européen. Et du coup, nous, on avait un message qui était très fort, c'est de raconter l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas forcément les moyens de faire du foot, mais qui va se battre, qui va se donner les moyens, et en fait, les opportunités vont venir parce qu'il s'est donné les moyens.
Donc ça va au-delà du foot. Ça va au-delà du foot, en fait. Nous, tous les jeux qu'on développe, il y a toujours un noyau central. Il y a ce message d'espoir, c'est-à-dire peu importe les difficultés, si vous vous battez, si vous faites le bon combat, les opportunités vont arriver et vous allez voir que ça va payer. C'est compliqué quand on est étudiant en fac d'informatique de lancer un jeu, d'arriver entre l'idée de se dire tiens je vais faire un jeu et puis que ça devienne ceci. Ça m'a pris 3 ans à côté de mes études. J'ai failli rater les études à cause de ça. Je ne dormais pas la nuit. À l'école, je dormais le matin. Les profs ne comprenaient pas pourquoi je dormais en classe. Et ça a pris beaucoup de temps. Mais j'avais vraiment cette envie-là de créer. Et je pense que... C'est un peu vous d'ailleurs, ce héros, qui se donne les moyens pour s'en sortir et réussir. Je raconte un peu aussi mon histoire, parce que je suis un peu comme ça. C'est se battre, on a des rêves. Convaincre sa mère. Exactement. Convaincre sa mère et se dire, voilà, laisse-moi y aller. Et confiance. Exactement. Et confiance, je vais y arriver. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'est né Maseka. Et du coup, vous avez fédéré une équipe maintenant. Alors aujourd'hui, on a 7 personnes qui sont dans plusieurs pays. On a une partie au Cameroun. Toutes les images, parce que ce qui se passe, c'est que quand on a un jeu qui se fait, tout le design est fait au Cameroun. Après, il y a une équipe au Sénégal pour la partie développement et une équipe ici en France qui s'occupe de plein de choses, de développement, écriture du scénario, etc. Oui, d'accord. Donc en fait, vous devez déjà gérer une petite multinationale. Exactement. À votre échelle. Exactement. Très rapidement, en fait, mon objectif était d'avoir une équipe qui soit basée dans plusieurs pays, partager aussi de l'expérience, de la compétence, des visions entre plusieurs entités. Et là, normalement, si tout se passe bien, on créera une filiale au Sénégal à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a une culture panafricaine, vous diriez, ou est-ce qu'à chaque fois, c'est des identités très propres à chaque pays? Un petit peu comme en Europe, on se dit, il y a une culture européenne, mais finalement, les Portugais, les Italiens, les Danois sont encore très... Alors, concrètement, moi, j'aime pas les pays africains. La notion de pays africain, moi, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Donc, du coup, ce qu'on fait dans nos jeux, c'est que on essaie de prendre la hauteur, on efface les frontières et on fait en sorte qu'un jeu puisse parler à 5, 10, 15, 20 pays. Ça nous permet de toucher plus de monde. Et même au-delà de ça, on essaie de trouver des valeurs qui soient communes à presque tout le monde, que ce soit en Afrique ou en Europe, parce que c'est ça l'objectif. Mais c'est facile d'effacer les frontières, parce qu'on le voit en foot, il y a une compétition, chacun se range derrière son équipe nationale. Alors, très belle question, parce que c'est problématique, c'est vraiment problématique. Là, on est en train de déployer au Cameroun, et on nous a demandé, ils nous ont dit oui, on aime bien George Weah, mais on a nos stars locales, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les rajouter dans le jeu? À Madagascar, ils nous ont dit pareil. Vous aurez ce problème partout dans le monde. Donc, effectivement, donc là, on est en train de réfléchir à rajouter par pays les stars locales, quoi. Alors, un autre projet que porte Maseka, c'est le développement d'une plateforme, parce qu'on en parlait un peu en introduction. C'est vrai qu'il faut s'adapter aussi aux us et coutumes africaines. Ouais. Et donc, vous avez buté finalement sur cette capacité à diffuser vos jeux? Alors, pas les diffuser, mais les monétiser. Les monétiser. En fait, aujourd'hui, si on regarde les 54 pays africains, il n'y a aucun studio de jeux vidéo qui est rentable avec des jeux poussés, vendus sur le continent africain. Ça n'existe pas. Pourquoi alors? Parce que les plateformes de diffusion ne proposent pas des solutions de monétisation qui soient adaptées aux réalités africaines. Ça veut dire que quelqu'un va rester par exemple au Sénégal, il ne va pas pouvoir utiliser ses moyens de paiement courants pour acheter sur des plateformes comme le Play Store, l'Apple Store, etc. Parce que pour l'instant, les plateformes de diffusion sont toutes américaines, ou en tout cas, il n'y en a pas d'africaines. Il y en a. Alors, il y a des plateformes qui existent. Donc, il y a Orange qui a une plateforme pour ses abonnés. MTN, l'autre concurrent de Orange, qui a une plateforme pour ses abonnés, etc. Par contre, on n'a pas une plateforme panafricaine qui arrive et qui se dit « Ok, on vous propose une solution ouverte à tout le monde pour que vous puissiez pousser… Donc c'est ça, on pourrait dire que vous voulez faire le Play Store africain? Je voulais faire le Play Store africain, ouais. En fait, pour simplifier, c'est un Play Store africain. Comment est-ce que vous arrivez à lancer ce projet qui semble en effet ambitieux? Alors, comment j'en suis arrivé là? Ça a commencé par une frustration très forte. Quand j'ai sorti mon tout premier jeu, il y a un partenaire qui est en Afrique, qui s'appelle Gameloft, et
et c'était très compliqué. Donc, on m'a demandé d'envoyer un jeu. Je l'ai envoyé par 8 transferts. Après 6 mois, je n'ai pas eu de retour, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. On veut toucher le marché. On n'arrive pas à avoir un processus simple pour vendre sur ce marché-là. Et je me suis dit, alors d'abord, moi, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu développer un système à intégrer au jeu, vendu sur le Play Store pour payer en Afrique. Et là, Google me dit, tu peux pas, ben ouais, ça passe pas par notre système de paiement, ton truc, tu le mets en vire. Donc, et donc, je me suis dit, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais développer moi-même une plateforme et qui va être ouverte. L'idée est que n'importe quelle personne dans le monde qui veut aller en Afrique, qui soit africain ou pas, puisse vendre au travers de chez nous. On le dit jamais assez, mais la frustration, c'est un gros moteur des entrepreneurs, quelque chose qui les embête et ils cherchent des solutions. Donc c'est votre cas, Teddy. Et du coup, alors, où en est ce projet de plateforme Alors là, africaine? on est en train de passer en production. On a de très très belles nouvelles parce qu'on a réussi à avoir de belles sociétés dans le monde qui nous ont poussé leurs jeux. Là, on est en train de signer, par exemple, des jeux du Paris Saint-Germain, officiels avec les stars, etc. Manchester City, Barcelone, donc de grosses licences. Pas mal d'entreprises françaises, américaines, brésiliennes, donc qui nous donnent leur contenu. Et ça montre l'intérêt que ces sociétés ont pour l'Afrique. On a des entreprises aussi africaines, parce que le continent est tellement découpé que les pays ne se parlent pas entre eux, donc nous on vient relier les pays entre eux. Mais d'un point de vue technique, technologique, il y a besoin, j'imagine, de beaucoup de moyens, des serveurs, des choses, la bande passante. Exactement. On est financé en partie par Amazon pour la partie serveur. En fait, ils nous ont dit, là où vous voulez aller, vous n'avez pas à tenir le coup si vous payez vous-même les serveurs pendant un moment. Donc on vous aide, vous ne vous souciez pas des coûts du serveur. Et après, dès que vous allez avoir les reins solides, vous allez commencer à payer. Donc ça me permet de dormir 1 heure de plus grâce à ça pour dormir la nuit. Merci Amazon. Donc décaler le réveil matin. Franchement, ça aide. Parce que les factures, je les vois, même si derrière, avec les crédits, etc. Mais ouais, ça me permet de dormir. Et donc le lancement de cette plateforme, il a eu lieu déjà ? Elle est en cours, le lancement il est en cours, là on passe en production. Et on fait des tests au Sénégal, Cameroun, Mali, Burkina et Côte d'Ivoire. Et l'ambition, c'est les 54 pays C'est les 54 pays à terme. Après, il y a des pays qui sont très compliqués. Certains pays d'Afrique du Nord sont très compliqués à pénétrer. En tout cas... Pourquoi ? C'est pour des raisons réglementaires ou réglementaires, juridiques, etc. etc. L'Afrique, c'est plein de zones où chacun fait sa loi. On aimerait bien avoir Ils ont créé la zone Zeleka, là, dernièrement. On aimerait bien à ce qu'ils suppriment certaines frontières, au moins dans le numérique, et que ça facilite les flux. C'est comme ça qu'on s'en sortira, je pense. Bon, Teddy, on va revenir sur votre parcours aussi d'entrepreneur. Alors, on l'a mentionné, vous êtes né en Centrafrique et à 18 ans, vous arrivez à Blagnac, dans la région de Toulouse, pour faire vos études. Comment ça se passe là ? Vous connaissiez déjà la France, l'Europe ? Alors, je pense que tous les Africains connaissent la France un peu. Non, mais je veux dire, vous étiez déjà venu non, pas du tout. Voyage, j'étais jamais sorti de mon pays. Donc j'imagine que c'est quand même ça aussi un choc. C'était un choc. C'était un choc. Après, c'était une autre mentalité, une autre façon de penser. Moi, je me rappelle que j'ai galéré dans mon lycée. J'étais très bon. J'ai réussi en France. Premier partiel, j'avais la pire note de la promotion. C'était dur. C'était la première fois que j'appelais ma mère pour lui dire je ne vais pas y arriver. Et vous avez besoin de soutien moral. C'est ça. C'était pas évident. J'ai eu la chance quand même d'avoir de bons profs qui m'ont aidé à tenir le cap. Et ça m'a... L'hiver, l'hiver, il faisait froid. Oh. Ça reste froid, j'imagine. On ne s'habitue jamais. On ne s'habitue jamais à ça c'est clair. Même à Toulouse, où il y a quand même un climat plus favorable. Exactement. Bon. C'est pour ça que j'avais choisi Toulouse, d'ailleurs. C'était un bon choix, oui. Mais donc, du coup, maintenant... J'imagine aussi, dans l'autre sens, l'Afrique vous manque ou comment est-ce que... Alors, est-ce que l'Afrique me manque ? Oui et non. Oui, parce que je n'y suis pas tout le temps. Non, parce que je travaille tout le temps avec l'Afrique. Donc, il y a une proximité très forte. Tous les jours, ce que je fais, c'est en relation avec l'Afrique. Donc, l'Afrique est au centre de mes activités. Donc, pas forcément. Je suis aujourd'hui une sorte de... Moi, je me considère comme un explorateur et... j'essaie d'explorer, de bâtir aussi ce que je peux bâtir et contribuer.
Et vous diriez que c'est facile d'entreprendre en France Oui. Vous avez ressenti ça comment? Vous avez vécu ça comment? Alors en fait, la France a beaucoup d'avantages et pas mal d'inconvénients aussi. En France, on a la première chose, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont là pour faciliter l'entrepreneuriat, clairement. Il y a pas mal d'aides, il y a pas mal d'incubateurs, etc. Par contre, ce qui manque en France, c'est vraiment un mindset. Tant les institutions qui sont très lentes, les incubateurs, les dispositifs de financement, ils ont copié un système américain sans avoir le mindset derrière, la peur du risque. Et ça, ce décalage entre les outils ou les règles et puis l'état d'esprit, et qu'on peut résumer en effet par ce goût du risque, c'est ça le fossé qu'il faudrait Exactement. combler. Et vous, le goût du risque, c'était quelque chose de plus naturel? Oui. Moi, j'ai grandi en Centrafrique, je suis né là-bas, j'ai vécu 2-3 coups d'État. À un moment, quand on vit un certain nombre de choses, on se dit, en entrepreneuriat, c'est facile. On relativise on apprend à relativiser. Ouais. S'il faut se lancer, on voit l'opportunité, on voit les risques. Lorsqu'on voit que le gain peut être énorme, là, par exemple, si cette plateforme est réussie, on deviendra la seule porte d'entrée sur l'Afrique pour les gens qui voudront y aller. Le gain, il est énorme. Vous ne manquez pas d'ambition non plus? Non. Parce qu'en fait, on se dit, voilà, c'est un projet qui était pour un Orange ou pour un Google de faire ça. Et vous, avec vos petits doigts, vous dites non, c'est pour moi. On me le rappelle, on me le rappelle souvent. On me dit, oui, mais le jour où Google, et juste hier, là, on discutait avec un investisseur, si Google se lance, ils n'ont qu'à se lancer. Ça fait des années, ce problème il existe depuis 20 ans, donc s'ils ne se lancent pas, on va le faire. Quoi. Ils viendront vous racheter, oui. Au pire. C'est ça votre plus grand risque. Oui. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs. Plutôt confiant. Plutôt confiant. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette aventure entrepreneuriale? J'apprends. En fait, je grandis 10 fois plus vite, les gens que je rencontre. Et ça n'a pas de prix, clairement. Je prends beaucoup de recul et je vois le monde différemment. En fait, on se dit, c'est fou ce monde dans lequel on est. Lorsqu'on n'entreprend pas, on est dans son train-train de vie. Et lorsqu'on commence à entreprendre, on se prend tellement de briques dans la tranche. Il faut gérer des problèmes de finance, de marketing, de communication, de business développement. Et on se dit, mais comment on va y arriver? On se bat, on rencontre des gens. Et ça vraiment, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir 50 ans. Ça reviendra. Et il n'y a aucune limite, en fait. Vous dites tout est possible. Tout est possible. Franchement, oui, tout est possible. Il y a des gens qui vous inspirent, des modèles? Alors, Thomas Sankara. J'ai cru que vous alliez me parler d'Ouer. Oui, mais je préfère Thomas Sankara pour son côté C'est qui Thomas Sankara? Expliquez-nous. Alors, Thomas Sankara, c'est un leader révolutionnaire du Burkina, président du Burkina Faso, assassiné par Blaise Compaoré. Et il était en avance sur son temps. Il voulait, déjà à l'époque, il parlait de droits de femmes. À l'époque, alors que les femmes étaient dans presque tous les pays martyrisés. Il parlait de l'autonomie alimentaire, il parlait d'éducation. Il parlait de choses aujourd'hui, on en parle, mais à l'époque, il était en avance sur son temps. Un visionnaire. C'était un visionnaire. Et en fait, ce type Monsieur Sankara m'a énormément inspiré. Et après, il n'y a pas que lui. Lorsqu'on prend les personnages comme Martin Luther King ou Malcolm X aux États-Unis, des fois, je me pose et je me dis, regardons ces gens dans le contexte de l'époque qui se sont battus avec toutes les difficultés pour y arriver. Et ça nous ramène à votre moteur qui est moins celui de l'entrepreneuriat, j'ai l'impression, que celui de la politique au sens noble, vouloir faire changer le monde. Exactement. Mais moi, je le revendique. Tout ce qu'on fait, il y a une grosse part de politique dedans. C'est pour ça que ça m'embête pas d'aller titiller un peu les politiciens, etc. Donc oui, tout ce qu'on fait, c'est de la politique, c'est changer le monde. Des fois, quand on dit on entreprend pour changer le monde, on le voit, c'est un rêveur, etc. Mais non, le but, c'est ça, clairement. Changer le monde grâce aux jeux vidéo. Grâce aux jeux vidéo. C'est ça votre ambition à court terme, avant de devenir président, éventuellement. Au sens politique du terme. Merci en tout cas, Teddy, pour ce témoignage. Bon vent pour Maseka et la suite de l'aventure. Vous viendrez nous raconter les prochaines étapes, j'espère, bientôt.
Et puis, merci à vous tous pour votre fidélité sur Télé Sud. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.